Politique de France 3, invité Valérie Pécresse, secrétaire générale déléguée de l'UMP, ancienne ministre du Budget. Bonjour ou rebonjour Valérie Pécresse, pour ceux qui Bonjour, n'étaient pas avec nous il y a quelques minutes. Est-il plus facile d'être dans l'opposition qu'au pouvoir? C'est la question qu'on va se poser parce qu'il y a en tout cas des domaines où la critique peut être aisée, mais le bilan peut revenir comme un effet boomerang. Ainsi, l'UMP est vent debout en ce moment contre le gouvernement, accusé de ne pas suffisamment s'attaquer au déficit, de ne rien faire contre le chômage, d'augmenter les impôts. Mais il n'y a pas si longtemps, l'ancienne majorité, vous étiez confrontés au même problème et rien ne permet de dire que la droite aujourd'hui aurait mieux fait que la gauche. En tout cas, les Français sont très dubitatifs. On va y revenir évidemment au cours de cette émission. Mais on va commencer par l'image de la semaine. Benoît XVI qui annonce qu'il va quitter ses fonctions. La démission du pape, c'est un geste rare. D'après vous, ce geste dépasse-t-il l'Église catholique? Ah, c'est une question intéressante. En tout cas, elle est exemplaire, cette décision, en termes de responsabilité individuelle des dirigeants. Y compris politique. Y compris politique. C'est-à-dire, je ne suis plus en mesure d'exercer mon magistère et j'accepte de renoncer au pouvoir parce que je pense que, en mon âme et conscience, je ne peux plus l'exercer correctement. Il faudrait une limite d'âge, par exemple, pour les politiques? C'est pas une question de limite d'âge, parce que Jean-Paul II, qui a mené son ministère jusqu'au bout et jusqu'au bout des souffrances, considérait, et à juste titre, que ces souffrances, il les offrait au peuple catholique qui le regardait souffrir comme le Christ en croix. Donc, je crois qu'en réalité, tout dépend vraiment de l'homme politique et sa capacité, en son âme et conscience, à estimer qu'il peut remplir sa mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir un homme politique qui a un certain âge et qui est à la bonne place au bon moment, et un homme politique beaucoup plus jeune qui, parce qu'il sera amer, blasé, devrait démissionner. Ces derniers mois, l'Église catholique, en tout cas, a fait entendre ses positions de façon très claire, notamment sur le mariage pour tous. Quelle doit être la place de l'Église catholique dans le débat politique? Est-ce que, par exemple, sur le mariage pour tous, elle n'a pas pris trop de place? Mais c'est un acteur politique, l'Église. Toutes les religions sont des acteurs politiques. Les laïcs, les associations laïques sont des acteurs politiques. Moi, je crois beaucoup, alors on en a parlé pendant la campagne, et l'UMP parfois a eu des mots durs avec eux. Je crois au corps intermédiaire. Je crois que entre les citoyens et le responsable politique, il y a un certain nombre d'associations, de représentants du peuple qui peuvent s'exprimer sur tous les sujets. Et ça peut être aussi les religions. Mais bien entendu, les religions, comme les laïcs, comme les associatifs, bien sûr. Quand l'Église prônait l'abolition de la peine de mort, les mêmes qui aujourd'hui condamnent sa position sur le mariage pour tous étaient bien heureux qu'elle le condamne. D'un gouvernement à l'autre, donc je le disais tout à l'heure en vous accueillant, d'une majorité à l'autre, les Français ont du mal à voir ce qui change. C'est du pareil au même à leurs yeux parce que la crise est là. Elle entraîne derrière elle une augmentation du chômage sur fond de croissance en berne, la croissance justement qui a été nulle en 2012 et en 2013, ce ne sera pas certainement les 0,8% qu'espère le gouvernement, on va l'apprendre dans quelques jours. Mais finalement, quand on regarde bien, c'est toute l'Europe qui est touchée, il n'y a pas que la France. Regardez, bon, l'Espagne bien évidemment, mais même l'Allemagne, la croissance commence à descendre. C'est une crise européenne. Mais la situation de l'Allemagne et celle de la France sont radicalement inverses. Qu'est-ce qui est stoppé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à l'arrêt en Allemagne? Les exportations. Parce que le reste de l'Europe est en crise. Mais qu'est-ce qui est cassé en France? La consommation, l'investissement. Pourquoi? Tout simplement parce que le gouvernement de François Hollande a fait un mauvais choix. Le choix du tout impôt, de la réduction des déficits uniquement par l'impôt. Et avec cette overdose d'impôts, il a cassé la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Et c'est leur gouvernement qui a cassé les moteurs de la croissance. Vous disiez qu'en Allemagne, ce sont les exportations qui se portent moins bien. Ça veut dire que l'euro est trop fort? Non, ça veut dire simplement qu'il n'y a plus de clients. Il n'y a plus de clients pour acheter les produits allemands. L'euro est-il trop fort? En tout cas, ce n'est pas ce que pensent les Allemands. Non mais vous, sur cette question du taux de change, attention. Parce qu'on a toujours utilisé la question des taux de change pour se dédouaner des efforts qu'on avait nous-mêmes à faire. Aujourd'hui, le vrai diagnostic, c'est que l'économie française ne va pas bien. Elle ne va pas bien parce qu'elle est accablée d'impôts et parce que nous ne jouons pas aujourd'hui sur la compétitivité et les leviers de compétitivité. Alors, elle va d'autant moins bien que quand il y a une croissance en berne, c'est évidemment le chômage qui augmente. Regardez Goodyear, dont les 1200 salariés ont appris cette semaine de façon définitive que Amiens Nord allait fermer. Faut-il sauver cette entreprise ou pas? Ou est-ce qu'il faut se dire, non, finalement, voilà, c'est la vie de l'économie, il n'y a pas de raison de la sauver? Mais vous savez, il y a 1000 emplois qui sont supprimés en France par jour. Oui, là, il y a 1200 chez Goodyear. Oui. Chez Goodyear, est-ce qu'il faut sauver l'entreprise? Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que ces emplois, il faut les protéger tous. Et pas seulement
une entreprise ou une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la situation globale de l'économie qu'il faut traiter. Ça veut dire que la compétitivité de l'économie française, c'est un sujet qui touche tout le monde. Mais là, concrètement, Goodyear, ça fait 5 ans que c'est dans les tuyaux, si je puis dire. Goodyear, 5 ans, vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, pour sauver Goodyear? ArcelorMittal, il en était question. Renault PSA, il en était question déjà aussi à l'époque. Écoutez, sur l'industrie automobile, on a fait un plan de sauvetage de l'automobile qui a permis à l'automobile de traverser les 5 années qui viennent de s'écouler et de se maintenir. Mais par exemple, sur ArcelorMittal ou Goodyear, sur Goodyear, il y a un sujet, mais chaque entreprise est un cas spécifique pour moi. Sur Goodyear, il y a cette question qui est celle des accords compétitivité-emploi, qui n'ont pas pu être signés chez Goodyear parce qu'il n'y a pas réussi à y avoir un accord entre salariés et employeurs. Cette question des accords compétitivité-emploi, elle est très importante. Quand une entreprise est en situation de difficulté, il faut qu'elle puisse le surmonter. Sinon, on arrive, pof, sur le mur des licenciements. Sur ArcelorMittal, quel était le problème, la situation? Il faut qu'on invente la sidérurgie du futur. Il faut que la sidérurgie du futur, elle s'invente en France. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy avait décidé, dans les investissements d'avenir, d'investir 130 millions d'euros sur les hauts fourneaux du futur. D'accord, mais Florange et Gantange ont fermé. C'était le projet Ulcos. Et nous, on apprend aujourd'hui que M. Montebourg, qui fait beaucoup de rodomontades, laisse l'Europe retarder ou peut-être abandonner ces projets de sidérurgie du futur. Quand une entreprise est en difficulté, eh bien, il faut qu'on puisse aller vers la technologie d'après. Il ne suffit pas de maintenir les emplois artificiellement, il ne suffit pas de nationaliser toutes les entreprises en difficulté. Vous voyez bien le problème. Mais on voit bien le problème qui dure depuis des années, pas seulement depuis 6 mois. Mais il n'y avait pas ces plans sociaux il y a 5 ans, il y en avait Non, parce que le gouvernement actuel dit qu'ils ont été retardés volontairement. Mais ils n'ont pas été retardés volontairement, ils ont été retardés parce qu'ils ont été, par exemple, ils n'étaient pas envisagés, parce qu'à l'époque, il y avait un gouvernement qui luttait pied à pied. Alors, je voudrais justement que vous entendiez Razi Hammadi, qui est député PS de Seine-Saint-Denis. Il estime, lui, que l'augmentation du chômage, la croissance en panne, vous êtes aussi responsable et il vous pose une question. Madame Pécresse, bonjour. Plusieurs centaines de milliards d'euros de dettes supplémentaires. Un déficit commercial abyssal de plus de 70 milliards d'euros par an, une situation sociale sur le front du chômage catastrophique que vous nous avez légué, mais aussi des plans sociaux sciemment retardés. C'est aussi votre bilan. Vous qui avez été ministre du budget, ne seriez-vous pas la plus à même pour demander une sorte de droit d'inventaire à droite, une sorte de bilan qui, de mon point de vue, rehausserait le niveau du débat politique dans notre pays, parce qu'il prendrait aussi comme appui un bilan, le vôtre, que vous n'avez pas su, à ce jour, tirer. Voilà, je vous laisse répondre à Razi Hammadi. Moi, je ne suis pas du genre à regarder dans le rétroviseur, je regarde devant. Ce qui se passe, c'est que depuis 2009, il y a une crise très forte, que pour lutter contre cette crise, on a fait un plan de relance, comme tous les pays du monde. On a effectivement dû s'endetter pour lutter contre la crise, et depuis 2010, on réduit les déficits pour se désendetter. Donc on a fait un choix, nous, qui était un choix de baisser les dépenses courageusement, de réduire les déficits, de réduire la dette, et en même temps de ne pas casser la croissance, c'est-à-dire de relancer par la recherche et par l'investissement. Donc quand Razi Hammadi dit faites l'état des lieux chez vous, vous dites l'état des lieux, il est fait et il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Je ne dis pas ça, je dis qu'il y a eu deux parties dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, une partie avant la crise et une partie après la crise. Sur la partie après la crise, il y a eu un cap très clair qui a été donné. On investit dans la recherche, on investit dans l'économie, on améliore la compétitivité de l'économie française avec la TVA anti-délocalisation et on réduit la dette. Réduire la dette, réduire les dépenses, améliorer la compétitivité. Le cap était clair. Le problème aujourd'hui de François Hollande, c'est que son cap est plus clair. C'est qu'on ne sait plus où il veut aller. On va revenir en matière économique. Je vous promets qu'on revient sur les déficits tout à l'heure. Mais pas seulement les déficits, le chômage, la compétitivité. Cette semaine, à propos du chômage, à Nantes, un chômeur s'est immolé par le feu devant Pôle emploi. Un autre a tenté de le faire à Saint-Ouen. Y a-t-il en France une sorte de désespoir généralisé aujourd'hui? Oui. Il est nourri, ce désespoir, par les fausses promesses de François Hollande, que par une campagne d'illusion. Vous êtes en train de dire que le chômeur qui s'immole, c'est à cause de François Hollande? Non, bien sûr que non. C'est une situation absolument dramatique et moi ça m'a complètement bouleversée. Imaginez qu'on s'immole par le feu en France au XXIe siècle. C'est pas seulement un drame individuel, c'est un drame national. Donc moi, ça m'a totalement bouleversée. Mais ce que je pense, c'est que toute une série de tensions et de désespoir aujourd'hui qui sont ressentis par l'ensemble des citoyens vient du fait que on leur a dit, il y a 6 mois, il n'y a pas de crise.
On leur a dit, ne vous inquiétez pas, Nicolas Sarkozy vous a parlé de la crise, mais elle n'existe pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin d'efforts pour s'en sortir. Et alors du coup, eh bien, il y a une espèce de choc de la réalité qui rattrape le gouvernement, qui est à l'origine d'un certain nombre de tensions et de désillusions profondes, et qui tue l'espoir. On va parler maintenant de l'UMP, qui est en pleine reconstruction après la défaite de Nicolas Sarkozy, après le psychodrame aussi entre Jean-François Copé et François Fillon. Le parti apparaît divisé et plus soucieux, en tout cas d'après ce qu'on voit, de la guerre des places que d'être pour l'instant une alternative. Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde, nous rejoint. Bonjour Françoise. Bonjour Francis. Bonjour Madame Pécresse. Bonjour. Vous êtes députée des Yvelines, vous êtes ancien ministre, vous êtes aussi une très proche de François Fillon. Vous avez été aux premières loges de la guerre Fillon-Copé, puis aujourd'hui tout est apaisé. Vous avez un poste important à l'UMP aux côtés de Jean-François Copé. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est une vraie paix? Est-ce que la droite est en position, en ordre de marche pour reconquérir des territoires? Ma première question va concerner l'UMP. Faut-il vraiment que les militants revotent en septembre alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui tout est redevenu calme? Vous savez, la paix qui s'est instaurée à l'UMP, elle nous a été terriblement demandée par les militants, et François Fillon et Jean-François Copé ont eu la sagesse de la faire, et c'est très important d'avoir une UMP qui s'oppose, qui propose et qui prépare. Et vous ne répondez pas. Non, mais je vais vous répondre. Cette paix, elle s'est faite sur un accord. Et dans cet accord, il y avait un revote en septembre. Il faut respecter l'accord. Les militants n'ont pas tellement envie de revoter, en fait. Mais peut-être, est-ce qu'ils n'ont pas envie qu'on revote parce que ça marche bien aujourd'hui? Peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on revote parce qu'ils ont le sentiment qu'on arrive aujourd'hui, avec cette direction partagée qui a été un peu critiquée, qui a fait sourire, on arrive aujourd'hui à vraiment avoir une parole unique d'opposition et une parole forte. Est-ce que François Fillon a envie de revenir, d'être président de l'UMP? Ce sera sa décision, il faut lui poser la question, mais je crois qu'il va s'exprimer dans les jours qui viennent sur comment il voit la politique et ce qu'il entend faire. Alors est-ce que c'est pas un mystère justement pour vous, François Fillon? Il est élu député de Paris en juin et il renonce à la mairie de Paris. Il a été candidat à l'UMP, on n'est pas sûr qu'il se représente à l'UMP. Vous ne le trouvez pas un peu velléitaire? Vous comprenez sa démarche? Aujourd'hui, il y a une question de leadership de la droite qui n'est pas une question aujourd'hui tranchée. Cette question, il faudra qu'on la tranche un jour. Et je suis persuadée que François Fillon voudra y prendre toute sa part. Alors, on dit qu'il veut se concentrer sur la présidentielle de 2017. Mais il y a toujours l'ombre de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy peut se représenter en 2017? Est-ce que c'est souhaitable? Pour l'instant, vraiment, la question ne se pose pas. Elle ne se pose pas parce que Nicolas Sarkozy a choisi de prendre du recul. Alors... vous voyez les papiers qui sortent, où il dit sans arrêt, il a des commentaires très durs contre François Hollande, et même contre son propre camp. Ou Alain Juppé qui lance ses propos cette semaine en disant il se sent bien de revenir. Je rebondirai peut-être un peu sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure. En ce moment, les Français revisitent le bilan de Nicolas Sarkozy. Ils se rendent compte que pendant la crise, on a lutté contre justement les plans sociaux, qu'on a lutté contre la crise de l'industrie, qu'on a proposé des vraies mesures de sauvetage des banques, des PME, qu'on a sauvé l'euro. Vous soutiendriez Nicolas Sarkozy s'il se représentait en 2017? Il revisite le bilan de Nicolas Sarkozy. Mais est-ce que vous soutiendriez Nicolas Sarkozy en 2017 ou est-ce que vous dites maintenant c'est la place aussi à d'autres et pourquoi pas François Fillon? Moi, c'est très simple. Je soutiendrai celui qui nous fera gagner, non pas parce que je veux revenir au pouvoir. Le mieux placé dans les sondages. Non pas parce que je veux revenir au pouvoir, mais parce que je pense qu'on a aujourd'hui un gouvernement déboussolé, sans cap, que la France est en train de décliner et qu'elle s'enfonce aujourd'hui dans la misère et la paupérisation. Françoise, vous posez une question? Oui. Oui, parlons peut-être de Paris maintenant. Ah non, je croyais que vous proposiez une question sur qui vous soutiendriez. Mais justement, je voudrais vous suggérer un autre propos, celui de Carla Bruni-Sarkozy, qui, elle, est plutôt pessimiste. Elle a dit sur le site Atlantico, et elle n'a pas démenti ses propos, que dans 5 ans, c'est Marine Le Pen qui sera face à François Hollande au second tour, et bien entendu, il gagnera. Donc elle a déjà éliminé l'UMP. Vous en pensez quoi? Que la question du leadership à l'UMP, elle va se poser, mais qu'elle ne se réglera pas dans les journaux, elle se réglera par un vote des Français, oui, de tous les électeurs de la droite. Absente au second tour en 2017, c'est possible. Et surtout le Front National, est-ce que c'est pas devenu votre principal adversaire La gauche aimerait bien faire monter le Front National. D'ailleurs, on voit bien qu'elle utilise les sujets de société, elle utilise tous les moyens, elle change les règles du jeu de tous les scrutins pour nous remettre le Front National. L'UMP absente de la présidentielle, ça c'est le rêve.
c'est le rêve de François Mais est-ce que Hollande, ça pourrait mais se nous, voir? Mais nous ne c'est le théorisé laisserons par pas, Carla nous ne Bruni. le laisserons pas se réaliser. Ne vous inquiétez pas, parce que nous travaillerons à proposer une vraie alternance aux Français. Paris maintenant. Alors justement, cas concret, Paris, vous disiez il y a quelques jours, Paris, c'est pas gagné pour la droite. Vous pensez que NKM n'est pas une bonne candidate pour la droite? Ah, je pense l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que Nathalie Kosciusko-Morizet s'intéresse à Paris est une très bonne nouvelle pour Paris. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va avoir des candidats de qualité à Paris, et ça veut dire aussi, rien n'aurait été pire que l'encéphalogramme plat à Paris. Moi, je pense qu'on peut gagner Paris. Et je ferai tout, Madame Fressos, vous m'entendez, tout pour soutenir notre candidat à Paris. Alors, elle déserte Longjumeau pour un parachutage à Paris. Ça fait partie des pratiques modernes de l'UMP, c'est ça? Oh, bah, vous pourrez poser la question à Cécile Duflot, qui a quitté Villeneuve-Saint-Georges pour venir à Paris. Vous pourrez poser la question... C'est normal. Quand Non, on fait de la politique, on fait ça. C'est pas une question de normalité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet soit légitimée à Paris. Elle le sera par la primaire qui va être organisée. Cette primaire va lui permettre d'exprimer sa vision de Paris. Elle sera opposée à des candidats qui sont très légitimes. Notamment Rachida Dati, maire du 7e arrondissement. Oui, eh bien, si elle emporte cette primaire, ça lui donnera la légitimité pour conduire le combat Et à Rachida Paris. Dati n'était pas plus légitime parce qu'elle était justement maire d'un arrondissement parisien? Je crois qu'aujourd'hui, c'est les électeurs qui choisissent, c'est le principe de la primaire, et nous devons mettre toutes nos chances avec nous sur Paris. Alors, NKM, c'est un peu la candidate des fillonistes. Rachida Dati est très proche de Jean-François Copé. On n'est pas reparti justement là dans une guerre filloniste-copéiste? Franchement, c'est regarder la politique par le petit bout de la lorgnette. J'espère bien que dans chacune des villes, et je suis en train de travailler avec Jean-François Copé sur la question des futures investitures dans les villes, j'espère bien que sur chacune des villes, nous arriverons à avoir des candidats qui sauront qu'ils sont soutenus par tout le monde, par Donc, il n'y a pas l'ensemble de guerre la direction de Copé-Fillon à l'UMP. Paris. Mais bien entendu que non. Merci Françoise d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche et à très bientôt. À bientôt. Pour ou contre maintenant, vous savez que le gouvernement veut faire des économies dans tous les domaines, on en parlait tout à l'heure. Et les allocations familiales, par exemple. Parmi les pistes, il y a l'idée de plafonner les allocations familiales pour les familles les plus aisées. Pour ou contre? Moi, je vais vous dire. Pour ou contre? Moi, je suis pour l'universalité des allocations familiales. D'accord, mais est-ce qu'il faut plafonner pour les familles les plus aisées? Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, les familles les plus aisées. Bah, à Donc, partir j'attends que d'un M. certain Hollande, revenu. j'attends que M. Hollande nous C'était explique 3 à 500 partir... euros il y a quelques années. Eh bien, je vais vous le dire, je ne suis pas favorable à ce qu'on rompe l'universalité des allocations familiales. Mais plus généralement, je ne suis pas favorable à ce double langage du gouvernement qui dit qu'il n'y aura plus de hausse d'impôts et qui nous annonce 6 centimes de hausse sur le diesel d'ici 2016, qui nous annonce la fiscalisation des heures supplémentaires. Oui, mais pourquoi vous ne répondez pas à cette Et question? la fiscalisation des Est-ce qu'il est allocations possible de familiales. faire des économies dans le domaine social et par exemple des allocations familiales? Il est possible de faire des économies dans le domaine social en réformant les structures, en permettant par exemple que les chômeurs ne soient plus indemnisés pour être chez eux, mais soient indemnisés pour être en formation. On a 32 milliards d'euros dépensés pour la formation professionnelle, on a des dizaines de milliards d'euros dépensés pour les systèmes d'allocation chômage. Si on faisait des réformes, si on dépensait mieux l'argent, on ferait beaucoup d'économies en matière sociale. Absolument. Plutôt que de réduire les allocations. Les 3% pour 2013, c'est abandonné. Ce sera certainement au moins 3,5%. Pierre Moscovici l'a dit. C'est plutôt l'heure des règlements de compte qui est arrivée maintenant. Il faut revoir les ambitions. Si c'est 3,5% au lieu de 3%, finalement, François Hollande a 5 ans pour se rattraper, non? Mais l'abandon de l'objectif de 3% dès la première année du quinquennat rend totalement improbable le retour à l'équilibre budgétaire en 2017. Pourquoi? Ça peut Totalement sur 5 ans, improbable. sur 5 ans, ça Mais peut parce changer, que la situation. les marges de réduction des déficits vont être beaucoup trop importantes. En renonçant aux 3%, le gouvernement renonce à l'équilibre budgétaire en 2017. C'est ça la vérité. Oui, il fait le choix du déficit et de la dette. Mais ce qui est étonnant, c'est que parce que face le à ça... problème, c'est que derrière la réduction des déficits, il y a le désendettement de la France. Il y a la protection de nos enfants, mais la protection des générations futures. Pour répondre à ça, l'UMP va déposer une motion de défiance à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de réponse qu'attendent les Français, une motion de défiance? Mais la Cour des comptes a dénoncé les choix du gouvernement. Les choix du gouvernement, c'est pas seulement de ne pas réduire les déficits, c'est d'augmenter systématiquement les impôts et de ne pas baisser les dépenses. Si on ne baisse pas les dépenses, si on ne fait pas
pas des réductions, par exemple, si on fusionne pas les régions et les départements, si on ne fait pas des vraies réformes de structure qui nous permettront de dépenser mieux l'argent du contribuable, on n'y arrivera pas. Alors, et le gouvernement, il faut qu'il arrête d'augmenter les impôts des Français. Sauf ça, on a bien compris, mais la Cour des comptes, elle a pointé autre chose. Par exemple, les aides aux buralistes. 300 millions d'aides annuelles aux buralistes, ça c'était sous votre gouvernement, vous étiez ministre du budget. Or, leur chiffre d'affaires est en hausse. C'est ce que dit la Cour des comptes, parce que le paquet de cigarettes a augmenté, et puis du coup, leur pourcentage a été plus important. Est-ce qu'il faut en finir avec ces aides ciblées profession par profession ? Sur la question des buralistes, cette aide qui leur avait été consentie, c'était justement pour compenser la hausse des tarifs. Parce que la hausse des tarifs, on a augmenté énormément les tarifs des paquets de cigarettes, oui, mais sauf que pour que leur la revenu n'a pas consommation baissé pour diminue. autant. Ce qui est paradoxal, c'est que l'augmentation des tarifs des cigarettes n'ait pas provoqué une baisse de la consommation. Donc c'était une erreur de faire cette aide de 300 millions. Nous pensions que la hausse des tarifs, qui était très forte, 6% par an, qui était très forte, allait provoquer, et c'était une politique de santé publique, allait provoquer la baisse de la consommation de tabac, et donc que ça allait poser des tas de problèmes économiques pour les buralistes qui sont parfois dans les villages le seul point de convivialité. Mais ça n'a pas été le cas, alors il faut leur demander de rembourser les 300 millions ? Bien sûr que non, un accord c'est un accord, mais en revanche, ça veut dire qu'il faut qu'on le sache pour l'avenir, ça veut dire qu'on sache que les hausses de tabac n'ont pas eu les conséquences de santé publique qu'on espérait, et qu'on en tire les conséquences sur la politique de lutte contre le tabac. Sur un autre sujet, le RSA, la Cour des comptes pointe un système tellement compliqué que là c'est l'inverse. Il y a beaucoup d'argent dans les caisses, 1,7 million d'enveloppes, mais il n'y a que 500 000... 1,7 milliard, pardon. Mais il y a 1,7 million de personnes qui pourraient en bénéficier et que 500 000 personnes qui en ont fait la demande du RSA, tellement c'est compliqué. C'est un échec, le RSA ? Et le RSA, c'est une des grandes avancées sociales du dernier quinquennat. Que 500 000 personnes qui ont accès... Là, c'est pas le RSA, c'est le RSA complément d'activité. Complément d'activité, c'est pour ceux qui travaillent, voilà. qui peuvent Alors, compléter leur salaire. C'est un dispositif qui est mal connu du grand public. Mais pourquoi ? À cause de qui ? Parce que, sans doute, effectivement, il est trop complexe, ou ceux qui pourraient en bénéficier ne savent pas qu'ils pourraient en bénéficier. Donc ça a été mal fait. Le RSA complément d'activité, c'est pour ceux qui touchent un salaire qui est inférieur au SMIC et qui peuvent avoir droit à un complément d'aide. Eh bien, il faut le faire connaître davantage. C'est le rôle, effectivement, mais ça a été un échec, du ministère du Travail. Ça a été un échec, le RSA ? On ne peut pas dire que le RSA a été un échec dès lors que le RSA a permis la réinsertion dans le travail de centaines de milliers de personnes. Donc le RSA n'est pas un échec, mais effectivement, le RSA activité doit être repensé, réévalué. Il se télescope d'ailleurs avec la prime pour l'emploi, 2,5 milliards de dépenses qui n'ont jamais été remises en cause, alors qu'à mon avis, il faudrait fusionner les deux. Pour faire des économies, Nicolas Sarkozy Et ça permettrait de faire des économies. Et ça permettrait à tout le monde de le toucher. Justement, Nicolas Sarkozy avait lancé la règle du non-remplacement de 1 fonctionnaire sur 2. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, le gouvernement veut créer 60 000 emplois. Est-ce que là, il faut faire des économies, par exemple, dans le domaine de l'éducation nationale ? Mais dans le domaine de l'éducation nationale, on sait tous ici que ça n'est pas le nombre d'enseignants qui fait la qualité de l'enseignement. On sait tous ici que le vrai sujet, c'est d'avoir une optique d'apprentissage. Est-ce que les enfants, de bilan sur les apprentissages, est-ce que les enfants ont les fondamentaux quand ils sortent du primaire ? S'ils ne les ont pas, comment est-ce qu'on peut personnaliser l'enseignement ? C'est pas une question de nombre de postes, vous dites. Mais ça n'a jamais été une question de nombre de postes. Prenons les douanes, par exemple. On a eu moins d'enfants au collège dans les 5 dernières années et on avait beaucoup plus d'enseignants. Donc c'est pas une question de nombre d'enseignants. Prenons les douanes. 1800 emplois en moins pendant 5 ans. Ça dépendait du ministère du Budget, votre ministère, avec l'affaire de viande de cheval qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous ne vous dites pas, finalement, s'il y avait eu plus de douaniers et plus d'inspecteurs, on n'en serait peut-être pas là ? Mais c'est tout l'inverse. Regardez les résultats des douanes depuis 5 ans. Moi, j'ai remis à la douane une espèce de prix quand j'étais leur ministre, parce qu'on avait effectivement supprimé énormément de postes, mais on a remis les douaniers sur les routes pour faire des contrôles routiers. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même du cheval qui se retrouve dans la viande de bœuf. 30% de saisies de produits illicites, plus 30% de saisies de produits illicites en 2011, avec les douaniers qu'on a réorganisé complètement et à qui on a donné du coup des outils modernes, vous savez, ces camions qui permettent de scanner les voitures, et on a récupéré beaucoup plus de contrefaçons. Sur l'histoire de la viande, je pense qu'effectivement, il y a une responsabilité de l'entreprise, mais elle a sciemment enfreint la loi. Et je ne pense pas qu'avec des douaniers supplémentaires, on aurait réussi à aller contre quelqu'un qui veut vraiment frauder la loi. Une dernière image pour terminer, celle de Christiane Taubira, la ministre de la Justice, la révélation du débat sur le mariage pour tous. L'UMP avait voulu en faire un maillon faible du gouvernement. Vous vous êtes trompé. C'est pas Christiane Taubira que l'UMP... Il y avait des attaques personnelles, souvenez-vous. Écoutez, alors certainement c'est celle qui voulait ouvrir les portes des prisons, etc. Mais ça, c'est vrai.
C'est sa politique qu'on Mais attaque. mais vous êtes trompé quand même, c'est pas le maillon faible du gouvernement aujourd'hui. Personne ne peut mieux connaître que moi dans l'opposition Christiane Taubira, parce que j'étais ministre de l'Espace et qu'elle était députée de Guyane. Donc je me suis rendue 3 ou 4 fois en Guyane avec Christiane Taubira, et c'est une passionnée, c'est une femme politique de premier plan, simplement sa politique est mauvaise. Mais et on va pas revenir vider sur sa les politique, prisons c'est d'elle au qu'on va lieu d'en parler. construire de nouvelles, c'est une mauvaise politique Il manque aujourd'hui. une femme de la dimension de Christiane Taubira à droite? Oh, ça c'est insultant. C'est Non, je vous pose insultant la question. pour Je Nathalie vous pose la question. Kosciusko-Morizet, c'est insultant pour moi. Mais vous pouvez dire, mais je suis de la même trempe que Christiane Taubira. Ça ne Écoutez, se fait pas. en tout cas, je suis comme Christiane Taubira, une femme totalement politique au sens où je mène des combats et je pense que c'est ça qui fait une vraie femme politique. Ben voilà, vous l'avez dit. Merci Valérie Pécresse d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche. Vous pouvez